Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie. Attention, ces dissertations ne sont pas faites pour être utilisées comme ça, comme telles, par les classes de terminale par exemple, mais plutôt pour donner des idées et pour faire soi-même, à partir de ses propres exemples, son propre plan. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet de philosophie politique et il s'intitule ainsi « La démocratie est-elle la garantie de lois justes ?» C'est un sujet qui est très fort d'actualité en 2015 où je le fais, alors que le modèle démocratique occidental qui, depuis 60 ans, prétend s'imposer au monde entier par les organismes internationaux, eh bien, est de plus en plus contesté par des cultures entières qui, quelquefois, le prennent comme le mal absolu. Évidemment, les Occidentaux disent « Mais non, la démocratie, c'est ce qui respecte le mieux l'être humain, et les lois sont justes puisqu'elles sont portées par la majorité du peuple. » De l'autre côté, les critiques fusent en disant « Votre justice, on n'en veut pas, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de votre propre mentalité. » Et d'autre part, vous manipulez vos peuples par l'usage des médias. Ça veut dire que par des techniques que déjà Aristote décrivait dans la démagogie, des techniques qui consistent à prendre le temps, par donner des nouvelles, manipuler les cerveaux, on arrive à avoir la majorité qui suivra presque n'importe quelle opinion. C'est donc, on le voit, un sujet complexe qui va nécessiter plusieurs parties. Et d'abord, la première partie, évidemment, de poser les bases du vocabulaire. Donc, qu'est-ce que la démocratie? Une démocratie mûre, une démocratie qui fonctionne bien. Mais ça, c'est relativement facile à faire. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est plutôt la définition dans une deuxième partie de ce que c'est qu'une loi juste. C'est d'autant plus difficile que, après Sartre, en Occident, qui a prétendu qu'il n'y avait pas de bien et de mal, de justice et d'injustice, mais simplement des choix de la liberté qui façonnaient l'être humain, eh bien, certains disent que tout est relatif. Tandis que d'autres, au contraire, disent il y a des valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité. Et donc appuyé là-dessus, dans une troisième partie, il faudra essayer de chercher la vérité avec souplesse, prudence politique, comme d'habitude. Alors d'abord, premier point, qu'est-ce que la démocratie? Eh bien, elle est définie dès l'Antiquité grecque, à l'époque d'Aristote. Et pour globalement la définir, il dit ceci. La démocratie, c'est un système politique qui a tous les avantages, mais aussi des inconvénients, tous les avantages tirés des trois systèmes principaux qui existent. À savoir, du côté de la royauté, une démocratie prend un pouvoir exécutif qui est fort, capable de prendre des décisions. Mais attention, pour éviter que ce pouvoir exécutif ne devienne tyrannique, il est équilibré par un contre-pouvoir, le pouvoir de gens vertueux qui sont élus. Par exemple, en Occident, ce sont les députés, les sénateurs, et qui vont tenir plutôt le pouvoir législatif. Finalement, ce groupe de gens vertueux est pris à un système qu'on appelle l'aristocratie, et qui a l'avantage d'être dans le conseil. Les gens discutent, débattent, ils pèsent le pour et le contre. Mais le grand désavantage, évidemment, c'est que ça discute beaucoup et ça prend peu de décisions. C'est de la palabre. D'où l'importance de compléter ça par un pouvoir exécutif qui soit suffisamment fort. Et puis, le troisième système politique, c'est quand tous gouvernent. C'est ce qu'il appelle la démocratie. Lorsque tous gouvernent, à la manière de la cité d'Athènes, il ne faut pas qu'il y ait trop d'habitants, il faut bien qu'il y ait des représentants. Donc pour rendre possible dans une cité, dans un pays où il y a des millions d'habitants, eh bien c'est le droit de vote, le suffrage universel, qui permettra de donner à chacun la possibilité de virer ceux qu'ils ont élus et qui ne leur ont pas plu. L'avantage évidemment de ce système, c'est que le pouvoir vient du peuple, de sa volonté, et donc il met à sa tête des gens chargés du bien commun en fonction de ce qu'il est. Inconvénient, évidemment, c'est que les personnes qui se présentent aux élections devront donc flatter le peuple. Or, le peuple, c'est une entité abstraite. Le peuple, pris comme peuple, n'a pas plus d'intelligence qu'un enfant de 4 ans. Et donc, par des slogans simples qui parlent à la masse,
qui ne seront pas analysées, puisque parmi la masse, il y a plus, je dirais, de personnes qui vont suivre la bonne bouille de celui qui se présente, son sourire enjôleur, que ces idées, surtout si elles sont complexes, eh bien, on peut aboutir à une démagogie. Ce que dénonçait Aristote, le pouvoir de la parole, qui fait élire celui qui parle le mieux. Pour éviter évidemment que le démagogue ne fasse n'importe quoi, il faut donc des contre-pouvoirs. Et par exemple, pour changer la Constitution, il faudrait que les élus soient, en France, les 2/3 à changer la Constitution, ce qui évite que 51% à chaque fois changent en fonction de son côté partisan. Donc on le voit, c'est un subtil mélange des trois systèmes politiques, accompagné de contre-pouvoirs qui s'équilibrent. Et c'est ainsi que les démocraties modernes, fondées sur l'expérience des tyrannies, des oligarchies, mais aussi de la démagogie communiste, eh bien, ont élaboré des constitutions à peu près équilibrées. Pour ce qui est de la démocratie des USA, qui a été instaurée au XVIIIe siècle, il n'y a pas eu besoin de l'expérience communiste, mais plutôt d'une sagesse, d'un humanisme, c'est-à-dire d'une connaissance de ce qu'avaient vécu les cités grecques, la lecture des grands politiques de l'époque, pour comprendre comment il fallait instaurer, pour éviter la tyrannie, ces contre-pouvoirs. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de cette première partie? Que c'est un système formidable, mais qui n'est certainement pas adapté à tous les peuples. Il y a des peuples qui ne veulent pas participer par leur vote au pouvoir, qui veulent avoir quelqu'un qui les protège de fort, mais que d'autre part, parmi tous les systèmes politiques, quand un peuple est suffisamment mûri, eh bien, c'est celui qui semble le plus conforme à la nature humaine, qui prend le plus en compte le fait que nous sommes des personnes et pas des fourmis, donc que chacun participe. Alors, ceci étant défini, il faut passer maintenant à appliquer comme je le disais. Parce que si on regarde dans les pays du monde entier actuellement, eh bien, certains disent que la loi juste, c'est la charia telle qu'elle était appliquée au Xe siècle. Ça veut dire une loi qui va couper les mains du voleur, et comme ça, effectivement, il n'y aura pas de voleur. Une loi qui dit que la femme doit être à la maison, parce que, comme ça, elle est soumise à son mari, et il n'y a pas de divorce. Ou du moins, moins de divorce. C'est une loi qui dit que si plusieurs témoins ont repéré un couple en train de commettre l'adultère, il doit être lapidé, et ainsi, tous les dégâts qu'il y a sur la famille, les divorces qui laissent les enfants mal élevés, sont évités. Si on dit à un djihadiste que, en fait, cette loi est terrible, elle vient d'une loi dont on ne connaît pas, d'une autorité qu'on ne connaît pas, et elle impose des principes extrêmement sauvages, mais que, au contraire, la souveraineté vient du peuple, et c'est le peuple qui se donne les institutions les meilleures, eh bien ce djihadiste dira « c'est ce que vous faites est le mal, ce sont des lois parfaitement injustes, puisque vous ne vous soumettez pas à Dieu. » Donc, on le voit, si on tombait sur un débat entre un démocrate européen, je dirais hédoniste et libertaire actuel, et d'autre part un djihadiste, il ne pourrait pas y avoir d'entente sur ce que c'est qu'une loi juste. Résultat, pour la trouver, eh bien, je pense qu'il faut en revenir à des choses plus simples, des choses de bon sens, qui sont dans la modération. Je dirais qu'une loi juste, elle doit respecter deux choses qui font partie de la nature humaine, à savoir qu'une loi juste doit respecter une écologie humaine complète. L'être humain est un être complet. Il y a d'abord une loi de son corps, de sa sensibilité. Mais il y a aussi une loi de son esprit qui est dotée de liberté, mais aussi de conscience morale. Si on ne prend que l'un des aspects, par exemple la loi de la liberté, une morale qui consisterait à dire, donc comme loi juste, je peux tout faire du moment que c'est entre adultes consentants. En apparence, cette loi a l'air bonne, effectivement. Si c'est entre adultes consentants, n'est-ce pas respecter leur nature humaine, qu'ils puissent tout faire puisqu'ils y consentent? Et évidemment, il ne faudra pas toucher aux animaux, toucher aux enfants. Eh bien, en fait, dès qu'on réfléchit un peu plus profondément, on s'aperçoit que ça ne va pas. Et c'est pourquoi l'Europe occidentale a interdit l'appel au racisme, à la haine, l'appel au crime. On pourrait dire, mais c'est un adulte consentant et les autres ne sont pas obligés de le suivre. Eh bien, il faut des limites, on le voit bien. Parce qu'il y a parmi la société des gens non consentants. Mais si, au contraire, on met trop de barrières, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire, par exemple, pourquoi ne pas empêcher
Une représentation, par exemple, du visage du Christ, puisque certains chrétiens sont offensés à la vue de la représentation du Christ. Ils disent que faire des images, ce sont faire des idoles. Donc pourquoi, dans ce cas-là, selon la même règle, ne pas empêcher la représentation d'images? Et donc l'art chrétien. On voit comment c'est beaucoup plus violent, évidemment, quand il s'agit de l'islam. Eh bien, ces deux exemples opposés montrent que ce n'est pas si simple, que des choses devront être définies par la loi pour être interdites, et d'autres, entre adultes consentants, devront être autorisées. Mais où mettre la limite? Ce qui est certain, par contre, c'est que nous avons affaire dans l'être humain à des personnes qui sont dotées de liberté, et que ce ne sont pas seulement les hommes, mais ce sont aussi les femmes. C'est important à dire, alors qu'on voit des forces qui sont en train de revenir pour dire « Non, la femme doit être en soumission par rapport à l'homme. » Non, la femme est une personne. Et si un couple doit se former, c'est sur une égalité d'amour, d'amitié, évidemment. S'il y a une relation de domination assoumise, c'est autre chose. Ça ne correspond pas à la nature de la femme. Du moins, je dis ça, mais évidemment, ce serait contesté par des femmes, en particulier djihadistes. Et elle dirait non, ce qui correspond à la nature de la femme, c'est d'être soumise, puisque c'est la volonté de Dieu. Alors, cette loi de l'esprit dont je viens de parler, évidemment, elle ne peut pas se réduire donc faire ce que je veux comme je le veux entre adultes consentants. Il y a d'autres lois de l'esprit, comme par exemple la conscience morale. Actuellement, cette morale de la liberté individuelle est tellement exaltée que les conséquences, par exemple du divorce, sont terribles sur les enfants. Et un État, évidemment, est obligé de le constater. Mais en Europe occidentale, où tout est centré sur faire ce que je veux quand je veux, il n'y a pas d'aide pour empêcher, pour ralentir, pour diminuer, en tout cas, ce fléau du divorce. Ce qui fait que des enfants de moins en moins bien élevés sont dans la rue et que parmi les enfants qui n'ont pas de père, en particulier dans certaines banlieues, on voit ressurgir la barbarie par manque d'autorité. Et donc on le voit, il y a une loi de l'esprit qui consiste à dire que si on a donné la vie à un enfant, et que son conjoint ne nous plaît pas tant que ça, on a un devoir de s'entendre avec son conjoint pour élever cet enfant, parce que c'est une responsabilité. Donc il ne saurait être question de réduire tout à la liberté spontanée. Mais c'est un équilibre sans doute entre les deux, responsabilité, devoir, et d'autre part liberté et droit, qui fait, je dirais, une loi humaine juste. Alors, après avoir vu rapidement donc, ces lois de l'esprit, il faut regarder aussi les lois de la psychologie. La psychologie humaine, elle a ses propres lois. On sait qu'un petit enfant, lorsqu'il se développe, il a besoin de deux amours complémentaires. Je n'ai pas dit un père et une mère, non. Ça peut se faire par un homme célibataire, une femme célibataire. Mais il y a deux amours complémentaires. Un amour de tendresse. Il doit recevoir de la tendresse. Ça fait partie de sa vie animale, quasiment. Et c'est commun avec les animaux qui sont proches de nous. Mais il doit aussi recevoir des repères, dès sa petite enfance. Des repères qui structurent, je dirais, de l'extérieur par l'obéissance des comportements qui n'iraient pas. Ce que je décris là est valable dès la naissance. Et à un moment donné, quand l'enfant s'est développé, alors ses parents pourront donner, je dirais, le meilleur d'eux-mêmes et lui transmettre les connaissances morales, philosophiques, les convictions qu'ils ont. Ces lois psychologiques sont multiples. Il faudra donc se demander si la démocratie donne l'assurance que ces lois naturelles de la psychologie seront respectées. Ce sera l'objet de la troisième partie. Et il y a enfin les lois du corps, de la biologie, à savoir que, par exemple, manger des aliments qui ont été pollués avec de l'eau de Javel, ça empoisonne à long terme. Et c'est sans doute ce que font aussi les pesticides. Il y a donc des lois naturelles du corps. L'alcool, en grande quantité, c'est mauvais. L'alcool, modérément, ça peut être bon. Et cet exemple de l'alcool montre que ce n'est pas si simple, parce que l'alcool est une drogue dure, à forte dose. Le hashish, qui est peut-être, en tout cas dans les années 70, une drogue plus douce, est interdite. C'est donc pas pour raison biologique. C'est pour bien comprendre que la culture occidentale qui est fondée sur le vin ne peut pas traiter de la même façon une drogue étrangère qui, elle, ne fait pas partie des acquis de cette culture. Au contraire, certains pays musulmans interdiront fortement l'alcool, tout alcool, mais autoriseront peut-être, on le voit au Maroc, davantage le hashish.
Donc même dans le domaine biologique, on voit que c'est complexe. Les choses sont équilibrées comme on le peut, en fonction de plein d'éléments qui ne sont pas seulement le fait médical. Et bien voilà, après avoir manifesté donc la complexité de trouver ce que c'est qu'une loi juste, eh bien il reste à se poser la question que pose le sujet, à savoir, la démocratie est-elle la garantie de lois justes? Eh bien, lorsqu'on comprend cette complexité, cette souplesse dans l'être humain, eh bien, on comprend que le débat contradictoire avec des gens qui pensent autrement et qui doivent s'entendre pour prendre quelque chose d'équilibré permet sans doute le meilleur système pour favoriser les lois les plus justes. Mais pour qu'il y ait débat contradictoire, il faut qu'il y ait démocratie. Ça veut dire que dans une tyrannie où seul un homme prend toutes les décisions, il y a par définition absence de débat. Si je prends l'exemple que je viens de donner sur l'aspect biologique, donc la protection de la santé des citoyens, on peut dire qu'en Europe occidentale, grâce à ce débat, les choses se font calmement, paisiblement, quoique parfois sans être trop réussies. Par exemple en France, l'augmentation perpétuelle des taxes sur le tabac, qui partent d'un bon sentiment, essayer de faire disparaître cette chose qui nuit profondément à la santé. Eh bien, si les choses sont trop rapides, on obtient quoi? Eh bien, du marché noir. Et la naissance, parce qu'on fait une prohibition, un peu comme celle qui a eu lieu en Amérique sur l'alcool, la naissance d'une mafia du tabac. Mais évidemment, pour le découvrir, il fallait bien que ceux qui disaient « interdisons tout de suite le tabac puisque c'est une drogue » soient contrebalancés démocratiquement par ceux qui disent « attention, regardez, l'expérience a été faite pour l'alcool aux États-Unis et ça a donné pire que bien. » Donc on le voit, ça marche assez bien pour cela. Maintenant, prenons le domaine de la psychologie, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, à savoir, les enfants ont un droit profond et naturel à recevoir deux amours complémentaires, un amour de tendresse, un amour d'autorité. J'ai bien dit que ce n'est pas forcément son père et sa mère. Quelquefois, la mère toute seule a beaucoup d'autorité et peut le faire. Seulement, l'expérience montre que dans les banlieues, où beaucoup de divorces ont lieu, les mères sont dépassées, parce que culturellement, les garçons sont les dieux, et les filles, elles, sont soumises. Donc les filles, recevant l'autorité de leur mère, s'en sortent, et les garçons, c'est très souvent la catastrophe. De cela, on peut conclure que ce qui est le plus naturel à l'être humain, pour un enfant, c'est d'être élevé par son père et sa mère qui se complètent, chacun avec leur grâce, et qui s'entendent, puisqu'ils ont fait un enfant ensemble. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate en Occident? Que le peuple autochtone, qui lui a soif de liberté, surtout après les 2 guerres mondiales, a insisté davantage sur la liberté individuelle, de gérer sa vie comme il le faut, et donc s'est méfié de ce qu'on appelle le devoir, la responsabilité morale, même par rapport à l'enfant. Les féministes des années 60 disaient que le malheur pour la femme, c'était l'enfant et le mari, c'est-à-dire ce qui la plongeait dans sa condition féminine, d'où ces lois qui ont libéré la liberté individuelle. Et attention, ces lois ont été votées par la démocratie, ça veut dire que plus de 51% des gens étaient d'accord, véritablement. De la même façon, en ce qui concerne, je dirais, toutes les autres lois morales, celles qui sont sociétales, comme on le dit, mais aussi les lois politiques, ce qui a le plus enthousiasmé la génération qui est née dans les années 45, c'est la liberté. Et ça se comprend. Il y avait eu avant 50 ans où c'était l'inverse. C'était l'autorité première et qui avait conduit aux catastrophes des 2 guerres mondiales. Résultat, dans cette pensée universaliste, d'ordre presque psychanalytique, comme je dirais, un pansement sur un passé trop douloureux venant des ancêtres, eh bien, on vit de manière presque exagérée, mais très exagérée, les peuples européens unanimement se mettre à croire que le monde était paisible maintenant, que le monde était fait de gens de bonne volonté, qui ne rêvaient que d'une chose, c'est de faire du monde entier une sorte de démocratie à l'européenne. Et donc, on vit des tas de lois sur la liberté, le respect des droits de l'homme être votés, et en particulier, malgré les avertissements de ceux qui pensaient autrement, mais qui n'étaient plus audibles à cette période-là. Le fait, par exemple, d'accepter des personnes en Europe qui venaient en détestant les valeurs de l'Europe, et qui venaient parce que
c'était un peu le ventre mou du monde, qui venait pour imposer ces valeurs nouvelles. Des valeurs, par exemple, de soumission par la force à un Dieu suprême, de soumission par la force des femmes aux hommes, etc. À un moment donné, toujours parce que la majorité du peuple était d'accord, c'était une démocratie, eh bien, on donnait de force la nationalité européenne à des personnes qui pourtant, dans toute leur jeunesse, n'étant pas nées en France, ou parfois étant nées en France, avaient manifesté un parfait mépris pour cette citoyenneté européenne. Qu'est-ce que ça montre, ce genre d'exemple? Eh bien qu'en fait, si la démocratie est en soi, techniquement, la meilleure organisation pour qu'il y ait des lois justes, eh bien, elle n'empêche pas que si un peuple est pris par des passions qui dominent, c'est-à-dire qui sont dans sa majorité, eh bien, obligatoirement, la démocratie suivra, les structures suivront, et donc que des lois parfois complètement folles, complètement naïves, ou au contraire, à l'inverse, des lois extrêmement dures, violentes, écrasant l'humanité, pourront être prises démocratiquement. On pourrait dire finalement que la démocratie, c'est un magnifique bocal, un bocal bien structuré, organisé comme il le faut, avec des contre-pouvoirs, mais que si les habitants du bocal, unanimement ou en grande majorité, veulent quelque chose qui n'est pas juste, selon la définition souple que j'ai donnée de la justice tout à l'heure, ou plutôt qu'ils estiment juste, mais qui écrase certaines parties de la nature humaine, eh bien, ce sera voté. Si la justice est dans un juste milieu, donc équilibre entre droit et devoir, etc., eh bien, actuellement, des peuples d'Orient exaltent les devoirs envers Dieu et envers sa loi, tandis que les peuples d'Occident exaltent les droits de l'individu, sans aucun Dieu, sans autre norme que sa propre spontanéité. Dans les deux cas, c'est bien la majorité qui le veut, et donc on le voit, la démocratie ne peut pas éviter les grandes passions humaines. Elle peut cependant les modérer, grâce justement, je l'ai dit, au contre-pouvoir. Le fait que pour changer radicalement une constitution, il faille 2/3 des députés, c'est quelque chose tout de même qui montre qu'il faut un niveau d'exaspération des peuples important. Seulement, quand il est là, rien, aucun système politique ne peut arrêter, y compris des lois injustes. Que conclure de cela? Eh bien que si on faisait la même étude par rapport à la royauté, par rapport à l'aristocratie, etc., on verrait les mêmes inconvénients. En fait, au-delà de tout, la démocratie reste sans doute le système politique le moins mauvais. Mais ce qui est certain, à travers les exemples que j'ai montrés, c'est qu'il ne saurait être, cette démocratie ne saurait être imposée à tous les peuples. Il y a des peuples qui, véritablement, ne sont pas mûrs pour cela. Et ça viendra petit à petit. Il y a des peuples pour qui, manifestement, il vaut mieux un roi juste, un roi qui partage des valeurs, je dirais, de justice, et qui les impose avec force pour éviter pire, comme par exemple le chaos de partis qui font des séditions les uns contre les autres avec de la violence. Pour arriver aux démocraties occidentales, malgré leurs défauts et les passions de leur peuple, il a fallu, il ne faut pas l'oublier, 1000 ans, 2000 ans de royauté, avec des hauts et des bas. Et souvent, les royautés ont succédé à des démocraties qui s'étaient engourdies dans des couches géologiques de lois qui les empêchaient de fonctionner. Il n'empêche que, malgré ces cycles, le système démocratique reste, en tout cas sur le papier, celui qui est le moins mauvais.